女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Si vous faites parfois vos emplettes au Japon, à la ville comme à la campagne, vous avez sans doute remarqué qu'une bonne partie des employés semble avoir largement dépassé l'âge de la retraite, certains ayant même de la difficulté à soulever les articles les plus lourds. Puis, une fois vos achats effectués, vous prendrez peut-être un taxi qui lui aussi a de fortes chances d'être conduit par un chauffeur de plus de 70 ans. Vous traverserez la rue pour rentrer chez vous et y verrez des seniors en gilet rouge, à bâton blanc, faire traverser la rue avant, si vous en avez un, de saluer votre gardien d'immeuble de 80 ans. En un mot commençant, oui, la population japonaise vieillit à tel point qu'elle est aujourd'hui la plus âgée du monde avec, en 2019, 27,2% de la population ayant dépassé les 65 ans. L'explication de ce phénomène qui ne cesse de s'accroître depuis 40 ans est très simple et entièrement due à une baisse catastrophique de la natalité. Pour faire simple et clair, toujours en 2019, 941 000 bébés sont nés, soit le taux le plus bas depuis 1899, pendant que 1,3 million de personnes mouraient de vieillesse. Les chiffres de l'ONU donnent une baisse constante d'environ 36 000 naissances chaque année, mettant en péril le renouvellement de la population. Alors oui, il y a de multiples raisons à cette natalité déclinante, la première étant intimement liée à la tradition toujours tenace de ne pas se marier avant d'avoir un emploi stable, ce qui fait que 57% des Japonais de moins de 30 ans sont célibataires et n'envisagent pas le mariage dans les années à venir. Certes, dans nombre de pays comme la France, une majorité de bébés nés hors mariage, 52% pour être précis, c'est une chose qui n'est pas concevable au Japon puisqu'ils sont moins de 2% à naître dans ces conditions. Le coût exorbitant de la vie dans les villes japonaises où vit une majorité de la population fait qu'un couple qui s'installe doit impérativement cumuler 2 salaires pour pouvoir s'en sortir et que donc une maternité est difficilement envisageable pour l'épouse, sachant que la quasi-totalité des entreprises rechignent, voire refusent d'embaucher une jeune maman et licencient les femmes qui tombent enceintes. Même si cette tendance tend à s'amenuiser avec l'aménagement au compte-gouttes de crèches d'entreprise, d'aides financières à la maternité et de mesures incitatives à la procréation, le poids de la tradition et des normes sociales reste très présent sur les épaules de celles qui voudraient enfanter et faire carrière. Le Ryosai Kembo, bonne épouse et mère avisée, reste la norme dans la transmission intergénérationnelle. Alors, qui dit moins d'enfants, dit moins d'actifs pour financer la prise en charge des anciens et donc développement de la précarité chez le 3e voire le 4e âge. Dans son étude publiée en 2017, Noguchi Yuko, professeur d'économie à l'université de Waseda, projette que le secteur des services et des soins aux personnes âgées représentera un quart de l'activité salariée d'ici 2050. Déjà, en 2019, ce secteur représentait 32,5% du budget, mobilisant une partie des taxes payées par la population pour pallier au manque de contribuables. L'augmentation de la TVA de 8 à 10% par l'ancien Premier ministre Abe Shinzo pour permettre la gratuité des crèches publiques et des écoles maternelles a également contribué à financer le paiement des retraites les plus modestes. Mais pour l'heure, pour une grande majorité de la population âgée, la seule solution reste le travail. Alors oui, il n'est pas rare que votre caissière de supermarché ait passé les 70 ans, que votre fleuriste frise les 80 et que des nonagénaires tordus par l'arthrose vous servent sur le marché. Mais s'il est une chose étonnante, c'est de voir que les EHPAD eux-mêmes sont de plus en plus peuplés de soignants qui ont peu ou prou le même âge que leurs patients. C'est dans un de ces établissements que nous conduit l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette introduction un peu longue certes étant là pour vous permettre de comprendre le contexte et les enjeux présents dans cette étrange histoire.
2017, dans la ville de Inzai, préfecture de Chiba, Hatano Aiko, une infirmière de 71 ans, va prendre son service dans le petit établissement médicalisé pour personnes âgées dans lequel elle travaille depuis plus de 40 ans. Ici, pas de rentiers ou de riches capitaines d'industrie, mais des gens modestes qui, aidés par le programme gouvernemental et un petit apport de leur famille, peuvent finir leur jour paisiblement, entourés de soins et d'un peu d'attention. Les soins, justement, c'est son affaire, Madame Hatano, puisque c'est elle la dernière infirmière à officier en ces lieux. L'une après l'autre, ses anciennes consoeurs ont toutes pris leur retraite et les directions successives n'ont pas pu les remplacer, faute de budget, mais aussi de candidates. En effet, rien de moins engageant pour une jeune infirmière que de venir travailler en EHPAD et pour un salaire de misère, alors que les cliniques privées des centres-villes leur font des ponts d'or. Alors, dévouée et un peu acculée par une situation financière fragile, Aiko avait gardé son poste et au fil des ans avait su se rendre indispensable, pilotant même les directrices successives dans leur choix. En 2015, une nouvelle directrice avait été nommée par les autorités de santé locales, Tanaka Chie, une jeune femme de 40 ans, ancienne administrative cadre de santé qui souhaitait se rapprocher de sa famille. Un peu perdue dans ce monde qu'elle ne connaissait pas, elle s'était vite reposée sur les épaules d'Aiko, la laissant gérer les soins des pensionnaires, mais aussi les commandes et le fonctionnement médical en général. Le second pilier de cet établissement, modeste certes mais fonctionnel, était Madame Takahashi Etsuko, 74 ans et employée depuis l'ouverture du lieu qui, elle aussi, n'avait jamais pu se contraindre à prendre sa retraite tant elle était indispensable au bon fonctionnement du complexe. Son rôle à elle n'avait rien de médical puisqu'elle était en charge des sorties, des événements et de tout ce qui touchait aux loisirs et au confort matériel et intellectuel des pensionnaires. C'était elle qui, au volant de son minibus hors d'âge, comme ses passagères, sillonnait les musées, les expositions et les festivals de printemps, mais aussi organisait karaoké et soirées cinéma dans la salle de repos, et ce, depuis presque 50 ans. Collègues et amis de longue date, les deux pionnières étaient complémentaires, mais commençaient à avoir un regard différent sur ce que devrait être l'avenir de l'EHPAD et l'arrivée de la directrice Tanaka, plus jeune que ses prédécessrices, fit entrevoir à Etsuko la possibilité d'une porte de sortie et d'une réorientation du personnel vers plus de jeunesse. Aiko, quant à elle, avait une opinion tout autre quant à l'avenir du lieu puisqu'elle se voyait bien en être le phare jusqu'à son dernier souffle, voyant même d'un assez mauvais œil cette brise de changement, certes légère, mais qui soufflait pour la première fois. En janvier 2017, suite au départ à la retraite d'une des employées âgée de 73 ans et qui secondait Takahashi dans ses activités, une jeune animatrice de 28 ans, Shimoda Eri, fit son apparition et très vite devint la favorite des patientes, ravies de voir un peu de jeunesse illuminer leur vie. Il faut dire que, sans rien enlever à ses qualités professionnelles indéniables, Aiko n'était pas franchement ce que l'on pouvait appeler une boute en train et ses sourires étaient aussi rares que les grossesses parmi ses pensionnaires. Alors oui, Madame Hatano n'était pas forcément ravie de ce nouveau visage juvénile et lumineux et ne faisait rien pour lui être agréable, mais au moins, un point la rassurait, elle restait maîtresse chez elle et personne d'autre ne touchait à ses seringues et à ses gélules. Enfin, jusqu'en février 2017. Heureuse du nouveau souffle que cet apport de jeunesse avait donné à son établissement, Madame Tanaka eut une idée. Après tout, à 71 ans, l'infirmière Hatano devait avoir tous ses trimestres et son vilain museau chafouin ne devrait manquer à personne s'il était remplacé par un minois plus frais et plus souriant. Alors la directrice, en parlant à Madame Takahashi, se vit proposer la candidature de sa belle-fille, une jeune infirmière de 33 ans désireuse de travailler au contact des seniors et, d'après ses dires, pleine d'entrain et de bonne humeur. Fort intéressée par cet ange tombé du ciel, la gérante s'entretint plus avant des qualifications de sa bru, planifiant un entretien dans les jours qui suivraient. Mais Aiko, aux aguets, sentant que quelque chose se tramait, laissait traîner ses vieilles oreilles un peu partout et surtout aux alentours du bureau de la directrice, ne perdant pas une miette des échanges et manquant de s'étouffer de rage à maintes reprises. Ruminante et priant les dieux pour que quelque chose se passe qui ferait avorter ce plan insupportable pour elle, elle se rendit quand même au karaoké que Etsuko avait organisé pour les pensionnaires et le personnel, et aida même à préparer la collation qui suivrait. Les aînés chantèrent à tue-tête et le staff lui emboîta le pas, puis chacun prit une collation bien méritée dans son coin, règlement oblige.
Ce 17 février vers 16h, tout le personnel se régalait de pâtisseries et de café, devisantes et pourparts, s'impatientant de l'arrivée de la nouvelle infirmière, causant de graves troubles de la mastication chez Aiko au bord de la syncope. Puis tout le monde repartit vaquer à ses occupations. Enfin, ils essayèrent du moins. Vers 16h15, une des employées âgée de 58 ans s'écroula dans le couloir, balbutiant des mots incompréhensibles, la voix pâteuse et les gestes désordonnés, puis, quelques secondes plus tard, ce fut au tour d'une femme de ménage, âgée elle de 63 ans, de partir dans un délire verbal inhabituel, les yeux hagards, titubant dans le réfectoire avant de s'écrouler au sol. La dernière à manifester des signes étranges fut Etsuko qui, assise sur un des fauteuils du couloir, avait la tête qui se balançait d'avant en arrière comme si elle luttait contre le sommeil, marmonnant des propos décousus. Aiko, quant à elle, semblait aller bien et se porta très vite au secours de ces pauvres femmes qui semblaient frappées d'une malédiction soudaine. Ses prières étaient-elles en train de s'exaucer ? Elle reçut les 3 femmes dans son bureau et leur fit une injection qui, assez vite, les retapa et leur fit retrouver leur entrain. Bonne amie de Etsuko depuis des décennies, elle lui demanda de rester un peu avec elle car elle voulait lui donner un complément vitaminique qui, à n'en pas douter, lui redonnerait un coup de fouet. À son âge, elle en avait bien besoin. Alors les 2 femmes parlèrent un moment et Aiko, en infirmière dévouée, lui prépara un petit cocktail de vitamines et minéraux qu'elle but d'un trait, remerciant sa vieille amie de sa gentillesse. Puis vers 17h45, son service terminé, elle prit congé et courut sous une épaisse pluie pour rentrer chez elle. C'est vers 18h30 que la directrice Tanaka reçut un coup de téléphone du fils de Etsuko, l'informant que sa mère venait de se faire mortellement percuter par une voiture alors qu'elle traversait une avenue. Le choc de cette horrible nouvelle fut rude et tout le personnel encore en service en fut bouleversé. Même Aiko, pourtant en bisbille avec la victime, semblait déstabilisée et confuse. Le lendemain, la police visita l'EHPAD pour s'entretenir avec la directrice et le personnel, posant des questions sur le comportement de Madame Takahashi qui, d'après les témoins, titubait et vacillait au moment où elle traversait cette artère particulièrement passante et surtout en dehors des passages piétons, ce qui pour une dame aussi sérieuse qu'elle était plutôt troublant. Tous témoignèrent de cette étrange vague de fatigue qui avait frappé les employés la veille, mais Aiko l'expliqua par l'âge et la fatigue du personnel. Les 2 employés qui avaient bénéficié de son injection magique témoignèrent d'ailleurs qu'elles avaient totalement recouvré leur énergie après cela. L'enquête fut vite bouclée, concluant à un banal accident de la circulation et les funérailles passées, la routine vint se réinstaller au sein du petit établissement de Inzai. Dans les jours qui suivirent, Aiko vint plaider sa cause auprès de la direction et réaffirmer son indispensable présence ainsi que sa condition physique épatante pour une femme de son âge. De guerre lasse, la gérante accepta de repousser son départ à la retraite et abandonna l'idée de recruter la jeune infirmière. Dès lors, un étonnant sourire barra le visage d'Aiko, à nouveau seule maîtresse à bord. Le quotidien avait repris ses droits et la soignante régnait à nouveau en despote sur les médications, parlant souvent et avec tristesse de sa vieille amie partie trop tôt et victime d'un stupide accident, maudissant le destin et les automobiles. Reparlant aussi de cet étrange mal qui avait frappé ses 3 collègues l'après-midi précédant le fatal accident, elle aimait à rappeler que l'endroit n'était pas exempt de mauvais esprits et que des histoires couraient sur des yokai qui entraient le quartier, voire même de spectres maléfiques en provenance directe du cimetière voisin dans lequel seraient enterrés des criminels des temps anciens. Bien que personne n'ait jamais entendu parler de ces étrangetés, le respect que tous avaient pour Aiko primait sur l'amusement, voire la moquerie que cela aurait dû entraîner. Quelques jours après la reprise du travail, toutes les pendules de l'établissement s'étaient arrêtées au même moment, à 4h04. Je vous rappelle qu'au Japon, le chiffre 4 est considéré comme négatif car très proche dans sa prononciation du mot mort, shi. Il n'est donc jamais utilisé dans des rites religieux et l'on évite de le représenter sur des objets cérémoniels, même profanes. À leur arrivée, les employés avaient tout d'abord pensé à une courte panne d'électricité pendant la nuit avant de repenser au fait que tout était alimenté par des piles. Une des nouvelles employées changea les batteries et l'incident fut clos. Sauf pour Aiko qui semblait voir dans cette panne un autre signe surnaturel et en informa bien vite la directrice Tanaka, lui reprochant presque d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie en embauchant 2 jeunes filles qui,
d'après ses critères et son expérience, lui semblaient de bien petite moralité. En effet, après le décès de Takahashi, la gérante avait dû engager une nouvelle animatrice pour seconder la jeune Eri et s'était arrêtée sur une jeune aide-soignante de 25 ans, Maeda Kokoro, qui en quelques jours seulement avait conquis le cœur de toutes les pensionnaires. Le duo de jeunes femmes avait insufflé un vent de joie et de bonne humeur communicative et entamé de nouvelles activités qui réjouissaient les vieux cœurs, mais passaient la vieille rate d'Aiko au courbouillon. Il ne fallut pas attendre beaucoup pour que des phénomènes étranges refassent leur apparition. Le 27 février, alors que tout le monde se préparait pour un atelier de danse traditionnelle, Eri et Kokoro eurent de drôles de symptômes. Comme vidées de leur énergie, les yeux dans le vide et titubants, elles étaient venues s'affaler sur les fauteuils médicalisés de la salle de repos et avaient tenu des propos incohérents comme un junkie en pleine montée. La solide infirmière vint vite à leur secours sans omettre d'informer la directrice de cette nouvelle bizarrerie, convoquant esprit malin et malédiction. Dans les jours qui suivirent, ce furent la directrice, la cantinière, puis à nouveau les deux jeunes femmes qui eurent les mêmes symptômes et ne durent leur salut qu'à l'intervention médicamenteuse d'Aiko qui, elle, semblait miraculeusement épargnée par le phénomène. Mais après tout, comme elle se plaisait à le répéter, une femme vertueuse comme elle, vieille fille à 71 ans, pieuse et ordonnée, n'avait rien à craindre des esprits malins. Les jeunes dévergondés, par contre... Rationnelle et inquiète, la directrice Tanaka ne fit pas venir d'exorcistes, mais bien une équipe de la sécurité civile pour analyser le circuit d'eau et les peintures de cet établissement construit à la fin des années 60. Des prélèvements furent effectués dans les tuyaux, les peintures murales et les papiers peints, mais rien d'alarmant ne fut trouvé dans leur composition. Et puis, Tanaka s'en fit la réflexion, si un élément chimique nocif rendait les gens malades, il affecterait aussi les pensionnaires, or cet étrange mal ne frappait que le personnel. Malgré le tracas que causaient ces événements à la direction, la visite des équipes préfectorales avait mis en avant le sérieux et la propreté de l'endroit et de nouveaux crédits leur avaient été alloués. La gérante oublia pour un temps ses léthargies inexpliquées et se concentra à nouveau sur son projet de chercher une seconde infirmière pour seconder Aiko qui, de toute façon, finirait bien par prendre sa retraite. Le seul employé mâle de l'EHPAD, qui officiait comme jardinier et homme à tout faire, était justement fiancé à une infirmière qui était déjà venue lui rendre visite et s'était montrée charmante avec les pensionnaires. Elle demanda donc au jeune homme d'inviter sa promise et prendre contact avec elle pour lui offrir cet emploi, ce qui fut fait et rendez-vous pris. Ils vinrent tous deux le surlendemain et visitèrent les locaux, parlant aux patients et ajustant leurs oreillers ou remontant leurs sièges, sous l'œil irrité de la doyenne en blouse blanche qui vouait déjà la jeunette aux gémonies. Bonne âme et conciliante, elle invita tout de même la prétendante au poste et son galant à venir boire un thé avec elle en salle de repos, libérant la directrice de ses obligations, sûre qu'elle était qu'elle avait mieux à faire. Tous trois burent un délicieux thé vert tout chaud et mangèrent quelques wagashi, ces petites pâtisseries traditionnelles japonaises, en parlant de la vie quotidienne à la maison de retraite, de la pluie, du beau temps et du sexe des anges. Bien entendu, Aiko leur parla de cette malédiction qui semblait frapper les lieux, ce qui fit rire le jeune jardinier et sa moitié. C'est vers 15h30 qu'ils prirent congé, lui devant retourner à ses obligations et elle, attendant nerveusement la réponse de Tanaka qui ne tarderait plus à arriver. Alors qu'ils quittaient la salle de repos, ils se mirent eux aussi à zigzaguer comme désorientés et s'écroulèrent sur des fauteuils, les bras ballants et les yeux mi-clos sans aucune énergie. Vociférant contre les maudits fantômes ou farfadets qui les tourmentaient, la courageuse infirmière prit les choses en main et conduisit les deux possédés dans une chambre libre, les coucha et en informa la direction. La gérante ne savait plus trop que penser de ces phénomènes étranges et envisageait sérieusement d'en informer la police. Vers 17h30, Aiko partit réveiller le jeune couple et leur porta du café bien chaud pour leur donner un coup de fouet. Tanaka avait donné sa journée au jardinier pour qu'il se remette et venait d'annoncer à sa fiancée qu'elle était embauchée à compter du lundi suivant. Ils burent leur nectar caféiné et montèrent dans leur voiture pour rentrer chez eux. Aux alentours de 18h, la police se présenta à l'EHPAD pour annoncer à la directrice que le jeune couple venait d'avoir un grave accident de voiture et que leur jardinier était entre la vie et la mort.
Aiko, qui avait intercepté la conversation, eut l'air totalement effondré et se proposa même d'aller prêter main forte à ses consoeurs de l'hôpital, sans évoquer, bien sûr, l'incident de l'après-midi. La jeune femme s'en tira avec de nombreuses fractures, une perte partielle de la motricité et des mois de rééducation, et le jardinier, lui, passa 3 mois dans le coma et souffre toujours de graves séquelles neurologiques et physiques. Les jours qui suivirent furent pleins de récits ésotériques alambiqués, et commençant à douter même de ses convictions, la gérante se fendit d'une visite au temple et s'entretint avec un prêtre de ces phénomènes inquiétants. Elle en revint avec des amulettes et des bénédictions qu'elle installa au cas où dans tout l'établissement. Mais malgré toutes ces divines protections, les incidents ne s'arrêtèrent pas là. Quelques jours après l'incident, ce fut au tour de Eri de ressentir différents symptômes étranges. Un matin, après avoir bu son café rituel avec ses collègues, elle fut prise de vomissements et de nausées et dut passer la matinée à l'infirmerie où Aiko la remit sur pied. Le surlendemain, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture avec son jeune fils de 2 ans à l'arrière, elle ressentit une profonde fatigue et faillit quitter la route à plusieurs reprises. Arrivée chez elle, elle s'effondra sur le pas de sa porte et son mari dut la coucher. Elle ne se réveillera que 18 heures plus tard. Le lendemain de ce qui aurait pu être un nouveau drame meurtrier, Kokoro eut elle aussi d'étranges nausées après sa pause café et, suspectant la machine de la salle de repos ou l'eau du robinet d'être à l'origine de ce problème, emporta son propre breuvage avec elle chaque jour. Le 3 mai, vers 9 heures du matin, la directrice vint chercher le courrier du jour dans l'entrée et, ce faisant, passa devant la salle du personnel. Aiko y était de dos et semblait préparer quelque chose. Ouvrant les plis les plus urgents, elle observait machinalement et d'un œil l'infirmière qui s'était légèrement retournée et mélangeait quelque chose dans un gobelet en plastique. Elle revint dans son bureau, posa son courrier, puis, par curiosité, se rendit dans la salle de repos et prit le gobelet de café acheté dans une célèbre enseigne japonaise. Sur le bord, un prénom était inscrit au marqueur « Kokoro ». Curieuse, elle envoya un SMS à la jeune femme « Vous prenez un traitement en ce moment ?» Lui répondant par la négative, elle lui demanda ensuite « Alors, vous n'avez pas demandé à l'infirmière Hatano de mettre un quelconque médicament dans votre café ?» Un peu inquiète, Kokoro vint voir la directrice Tanaka dans son bureau. Celle-ci ferma la porte et lui expliqua ce qu'elle venait juste de voir. Le mystère des esprits maléfiques semblait avoir une explication des plus humaines. C'est alors que les deux femmes eurent une idée de génie pour confondre l'empoisonneuse potentielle sans éveiller sa curiosité. Elles laissèrent passer la journée, ne buvant rien, n'ayant également plus soif, et le lendemain, comme si de rien n'était, mirent leur plan à exécution. Kokoro arriva comme à son habitude vers 7h45 du matin, son habituel café à la main. Elle se rendit à la salle de repos où elle retrouva Aiko, fidèle au poste. Alors la jeune femme posa son portable sur la table, prétextant de le recharger, le brancha et alluma la caméra. Puis, invoquant un tablier oublié dans sa voiture, elle laissa son café sur place et sortit de la pièce. Elle revint 5 minutes plus tard, récupéra son portable et son café et fila dans le bureau de la directrice. Ce qu'elles virent sur la vidéo était sans équivoque. Sur les images, Aiko sortait un flacon de sa poche, ouvrait l'opercule du gobelet, puis y versait le contenu de la fiole avant de mélanger le tout et de refermer le couvercle du breuvage. Sans attendre, les deux femmes sortirent discrètement de l'établissement en portant le gobelet de café et la précieuse vidéo avec elles et se rendirent immédiatement au commissariat de police où elles expliquèrent toute l'histoire. La vidéo fut copiée et examinée par un inspecteur de la criminelle et le gobelet envoyé au laboratoire pour analyse. Dès lors, la police et le personnel, pour partie avertis, observèrent l'infirmière de près attendant les précieux résultats qui ne tardèrent pas à arriver. Le liquide était un puissant mélange de somnifères et d'anxiolytiques, du même type que ceux délivrés aux pensionnaires chaque jour par l'infirmière Hatano Aiko. Elle fut arrêtée sur son lieu de travail et placée en garde à vue. Devant les preuves, elle ne put nier et fut mise en examen pour meurtre, tentative de meurtre et empoisonnement. Son procès, présidé par le juge Sakatake Ichiro, commença le 13 novembre 2018 à la cour de district de Chiba. Bien sûr, la défense invoqua le désir de l'infirmière de soigner et d'apaiser ses collègues en leur mettant, à leur insu, des produits relaxants dans leurs boissons. Mais devant la puissance et le dosage des produits trouvés, l'argument ne tint pas très longtemps.
Alors en un tour de main, ce fut la défense sénilité qui fut choisie, mais sans grand résultat au vu des manigances compliquées qu'elle avait mises en place. Dans un dernier réflexe de survie, craignant que le procureur ne demandât la peine capitale, elle choisit de plaider coupable et avoua tout, donnant force détails et me permettant ici de vous en faire le récit détaillé. Le 21 novembre 2018, Hatano Aiko fut condamnée à 24 ans de prison sans possibilité de libération anticipée. Avec un peu de chance et une bonne santé, elle sortira de détention à 96 ans et pourra se chercher un nouveau travail, qui sait, peut-être dans un Starbucks. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la légèreté que j'ai pu mettre dans cette narration qui a pourtant coûté une vie humaine, mais il fallait, je pense, une respiration dans cette série d'affaires sordides et terribles dont je vous parle depuis des mois. Comme vous le savez, la chaîne subit une terrible série de démonétisation, alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des sorties à venir. Vous pouvez me soutenir et me permettre de gagner quelques petits centimes par vidéo en me laissant un petit pourboire sur Tipeee et sur Utip ou en faisant un tour sur la boutique satsujin.fr. Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le CD Satsujin OST et pas mal de goodies. En allant faire un tour sur ma boutique Spreadshirt, vous pourrez arborer fièrement les couleurs de la chaîne et vous distinguer du commun des mortels. Je vous propose aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y poste régulièrement et réponds à vos messages. Allez, je vous laisse, je vais aller me faire un super café et prendre mes remèdes. Matane! 働く車ってたくさんあるんだね。それぞれのお仕事に合わせていろんな形をしてるのね。お姉さんもあんまりたくさんあるんでびっくりしちゃった。他にどんな車があるの？それは次の歌を聴いてからのお楽しみ。きっとお姉さんも知らない車がたくさん出てくるわね。楽しみだわ。働く車の歌を歌いながら一緒に覚えようね。